6h24, vous regardez LCI, c'est votre 6-9. Mohamed Amra est-il caché en France ou déjà parti à l'étranger? Dans le doute, la notice rouge, la fameuse notice rouge d'Interpol a été émise, transmise donc à 195 pays, enfin 194 plus la France. Cette notice rouge, en fait, ça n'est pas un mandat d'arrêt qui est émis dans le monde entier. En revanche, c'est une notification qui est faite à l'ensemble des pays signataires de bien vouloir interpeller cet homme en vue de lui faire exécuter sa peine. Donc en fait, c'est une arrestation avant une extradition. Bon, c'est important, François, parce que ça va mobiliser potentiellement l'attention de services de police, de gendarmerie dans le monde entier. Alors oui, c'est l'expression le monde entier qui nous paraît, nous, un peu folle, parce qu'on se dit comment il a pu, comme ça, partir à l'autre bout du monde. Mais en fait, la recherche et la traque, elle est essentiellement sur le sol européen. Bien sûr. Et la plupart des pays, vous savez, coopèrent au sein d'un système qui s'appelle Europol, qui lui-même est chapeauté par un système Eurojust, c'est-à-dire avec une sorte de procureur européen. Mais là, en l'occurrence, la police française se coordonne avec ces services européens, j'allais dire, qui coopèrent de façon extrêmement régulière et plutôt efficace d'ailleurs. Hein. Le nombre de fois où l'on a entendu qu'un fugitif français avait été repris par les Espagnols, par les Belges, par les Allemands, les Luxembourgeois, etc. Donc voilà, après, ce que doivent calculer à mon avis tous ces policiers, c'est combien de temps il lui a fallu pour précisément sortir éventuellement de l'orbite européenne. Et là, pour le coup, effectivement, il ne vous reste plus qu'une seule possibilité, c'est Interpol. Est-ce que c'est une option qui est, comment pourrais-je dire, utilisée, ou est-ce que la notice rouge, elle est liée à un raisonnement et donc à des faits? En gros, les policiers français supposent fortement qu'il a quitté le territoire, donc ils émettent cette notice, ou est-ce qu'ils se disent dans le doute, on va le faire? Dans le doute, on va le faire. Ouais. Parce qu'encore une fois, vous avez vu à quelle vitesse s'est mis en place le plan épervier d'abord, et puis ensuite, effectivement, le mandat d'arrêt international. Ça a été en moins de 24 heures. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, quand vous avez aujourd'hui des moyens, et vu la façon extrêmement, entre guillemets, professionnelle avec laquelle a agi ce commando, on se dit que le réseau de soutien derrière a peut-être été aussi efficace pour pouvoir lui permettre de quitter le plus rapidement possible le sol européen. Ce qu'il faut rappeler, Soisy, c'est que c'est un homme extrêmement dangereux qui est en liberté. Et ce sont avec lui des malfrats qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur des agents de la pénitentiaire et à tuer 2 personnes. Oui, c'est vrai que dans ces cas-là, en général, qu'est-ce qu'on a comme exemple récent? On a les exemples des attentats, avec, vous vous souvenez, des terroristes qui étaient cachés dans un buisson aux portes de Paris. Et qui s'étaient retrouvés dans un appartement à Saint-Denis. Là, on est dans quelque chose de très organisé depuis le début. Ce sont des gens très dangereux, qui n'avaient visiblement pas été repérés comme si dangereux, même si on était quand même sur un déplacement de niveau 3, mais il y a quand même une question sur l'évaluation de la dangerosité et surtout sur l'organisation. C'est-à-dire que là, c'est pas des gens qui sont perdus dans la nature, dans la forêt, en train d'espérer survivre. Non, c'est de l'organisation. Il a fallu des véhicules devant, derrière. Ils ont pu brûler des véhicules parce qu'il y en avait d'autres. Enfin, tout ça est extrêmement organisé. Donc le plan. Évidemment, à un moment, on les retrouve toujours, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc là, on voit bien qu'ils étaient très organisés. Et c'est un défi pour les forces de l'ordre et un défi pour le gouvernement. On le disait tout à l'heure, son agenda est percuté par la Nouvelle-Calédonie, mais aussi par ce sujet, parce que c'est des sujets régaliens sur lesquels ils sont très attendus par les oppositions. En période électorale. Et ce sont des sujets qui suscitent beaucoup d'émotions. Le bilan de l'attaque est dramatique, hein, vous le savez. 2 agents pénitentiaires ont été tués, 3 blessés, dont un grave. Et parmi les victimes, parmi les agents tués, il y a Arnaud, il avait 34 ans. Son épouse est enceinte de 5 mois. Son papa, Dominique, a accepté de répondre à nos questions. Propos recueillis par Guillaume Torel et Antoine Santos. Seul, abandonné, meurtri. Un peu de colère qui s'évite pas s'agir, qui s'assagit. Et maintenant, je pense à ma belle-fille et au petit ou la petite qui devrait arriver, quoi. C'est tout. Elle est traumatisée, elle n'a plus d'amis, elle n'a plus d'amour, elle est toute seule, enfin toute seule à sa famille, mais maintenant il faut qu'elle vive avec cette perte. Tout s'écroule. Le fils unique qui tombe. J'ai tout partagé avec lui. La passion de la moto, le foot, les copains, les amis. J'aurais voulu que mon fils soit mon meilleur ami.
C'était le gars qui... voilà, j'aurais voulu qu'il soit mon meilleur ami. Je suis fier de sa profession, de ce qu'il faisait, ce qu'il représentait. Et auprès de la population, j'espère qu'ils vont comprendre que tous les agents pénitentiaires, comme police, gendarmerie notamment, et militaires, sont à la charge de l'État. Il faut peut-être que, quelque part, là-haut, on en tienne compte. Toutes mes pensées vont vers son épouse. Et j'ai perdu quelque chose qui peut... petit à petit, va peut-être se guérir, mais je ne pense pas. Je pense pas. Un témoignage très émouvant donc du père d'un des agents pénitentiaires qui a été tué dans cette évasion. Il est 6h29. Voici maintenant la météo. Elle est présentée évidemment par Vanessa Matagne.